On voit aujourd'hui que le débat scientifique a été pas mal replacé au premier plan, au cœur de notre société, ce qui est un point positif, mais parfois en exposant leurs doutes et même voire leur ignorance. Au sein de cette crise, les scientifiques et les médecins n'ont-ils pas créé les conditions d'un certain scepticisme, voire d'une certaine défiance? On parle à un moment donné, quelqu'un parle d'infos trop changeantes, trop mouvantes, d'un certain flux. Bon, ce qu'inventent Galilée et puis toutes les sciences expérimentales, c'est l'idée que la science, précisément, ne démontre jamais définitivement ce qui constitue son objet. Donc la science, mais ça n'a jamais été, lorsqu'il s'agit de la science expérimentale, le domaine qui apporte des réponses à nos questions. C'est pas vrai, on l'a cru. On a vécu dans le sentiment que le jour où on aurait un problème, on se tournerait vers les scientifiques, ils auront la réponse. Et bien maintenant qu'on a le problème, on se tourne vers eux et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la réponse. Mais ce n'est pas un défaut de la science, c'est la nature de la science. La médecine, ce n'est pas une science. La médecine, c'est un art. Le scientifique, son objet, c'est l'explication du réel. Ce n'est pas la modification du réel. L'application de la science, c'est la modification. La médecine cherche à soigner ou à traiter. Donc, elle cherche à modifier quelque chose. Donc, le médecin, lui, s'appuie sur une science qui est inachevée, propose un art qui n'est jamais assuré, et c'est le monde qui est le nôtre depuis Galilée. C'est notre monde, c'est-à-dire un monde qui ne répond plus à nos questions. Mais on croyait que ça allait répondre aux questions. Et on sait maintenant que ça n'est pas le cas. Alors par exemple, moi j'énonce une théorie du complot, je dis, je sais pas moi, c'est un laboratoire qui a mis au point un virus, qui a fabriqué la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, et je dis que ce laboratoire a des relais très puissants dans le monde de l'information, chez les intellectuels, et je prédis que des gens s'opposeront à ma théorie. De sorte que si j'ai des adhérents à ma théorie sur Internet qui mettent j'aime, bah, ça va dans mon sens, mais si quelqu'un s'oppose, celui qui s'oppose vient confirmer la vérité de ce que je dis. Donc il faut plutôt se demander dans quelle mesure on est prêt à accepter une théorie qui est irréfutable. Et c'est là où la science nous enseigne quelque chose, puisque précisément le monde scientifique, c'est un monde qui repose sur des théories qui se reconnaissent à leur caractère réfutable. Le scientifique énonce dès le départ ce qui viendrait démontrer qu'il a tort. Donc il faudrait poser aux complotistes la question, qu'est-ce qui démontrerait que vous avez tort? Mais évidemment, il ne peut pas répondre à la question. Dans une période assez longue, notamment à la fin du Moyen-Âge, mais même au-delà de la Renaissance, on pratique la chasse aux sorcières. Et ici, on vit dans un monde où on est convaincu qu'il y a un immense complot qui est ourdi par le diable lui-même et qui va s'incarner dans. Et donc, lorsqu'on pratique l'ordalie, on est dans cette logique irréfutable. Si la sorcière, on la jette à l'eau, si elle coule, c'est qu'elle est coupable, puisque Dieu ne l'a pas sauvée. Et si elle flotte, bah, c'est qu'elle est innocente et Dieu l'a sauvée. Comme elle coule toujours, c'est qu'elle est toujours coupable. Donc, non, mais ça veut dire que c'est pas Internet. C'est pas Internet qui a inventé le complotisme. Imaginez un homme jaloux, mais dont la jalousie est pathologique. Il est convaincu que sa femme le trompe, il doute pas. Et donc il se rend chez lui à l'improviste parce qu'il est sûr qu'elle est en train de manipuler un truc et elle discute avec un voisin. Il est absolument persuadé que cet homme est son amant. Et d'ailleurs, si elle se défend, ça viendra plutôt confirmer ses craintes. S'il rentre chez lui à l'improviste et qu'il n'y a personne et qu'elle est en train de bouquiner, il se dira tout de même, comme par hasard, à chaque fois qu'il arrive, il n'y a jamais personne. Bon. Cet homme est évidemment très dangereux, parce qu'il ne doute pas. Il a fabriqué sa petite théorie du complot personnel, et tout vient toujours confirmer ce qu'il craint. Il crée ce qu'il craint. C'est paranoïaque. Les théories du complot sont des théories paranoïaques. Husserl a écrit un bouquin qui s'appelle « La Terre ne se meut pas ». Husserl, ce n'est pas un complotiste. C'est quelqu'un qui dit « la Terre, on peut la penser scientifiquement ». Et alors, si on la pense scientifiquement, on considère sa rotondité, on cherche une explication par des lois, etc. Bon. Cette Terre dont parle la science, ce n'est pas du tout la Terre que je vis. Parce que la Terre que je vis, moi, elle n'est pas en mouvement à 20 000 km/h dans le cosmos. Elle est fixe. Et d'ailleurs, si on me projetait dans l'univers, la planète sur laquelle je me retrouverais ne serait jamais cette Terre sur laquelle je suis né, sur laquelle j'ai vécu. Ce n'est pas un truc nationaliste, c'est la Terre. C'est la Terre. Bon. Autrement dit, il est attaché à l'existence de la Terre quelque chose qui est le sentiment d'une fixité. Moi, quand je me déplace, ça ne bouge pas autour de moi. Heureusement, d'ailleurs, quand j'ai un vertige, j'ai justement l'impression que ça bouge. Donc, en fait, la Terre est ronde et elle n'est pas ronde. Ça dépend de quoi on parle. Ou bien on parle de la Terre dont parle le scientifique. Elle est ronde, elle est en mouvement à 20 000 km/h, etc. Ou bien c'est la Terre que je vis, et ça c'est l'existence. Et cette Terre-là, la science n'en dit rien. Mais alors, du coup, comme elle n'en dit rien, l'existence reste totalement mystérieuse. Et donc, exister pleinement, c'est accepter de ne pas savoir. Et c'est là où les délires complotistes, ça vient combler ce manque. On répond. Philosopher, c'est apprendre qu'on ne sait pas. Imaginons que quelqu'un vous dit, on a jeté 1 milliard de caractères d'imprimerie en l'air, ils sont retombés et ça a composé l'Énéide tout arrangée. Est-ce que c'est possible? Oui.
C'est possible. Mais c'est totalement invraisemblable. On me dit, non, non, c'est pas vrai, c'est un auteur latin qui a écrit le truc, et j'étais pas là pour le vérifier. C'est possible. Alors maintenant, si j'écoute ma raison, entre celui qui me dit, on a jeté des caractères en l'air, ça a composé ou l'Iliade ou l'Odyssée, et l'autre qui me dit, c'est Homère, je peux vérifier aucune des deux hypothèses. Il suffit que j'écoute ma raison. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a un type que j'ai jamais vu, dont mes maîtres m'ont parlé, qui s'appelle Homère ou je ne sais quoi, qui a écrit ça, parce que dans l'œuvre que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de hasard. Alors après, ça c'est la raison. Mais bon, il arrive qu'on perde la raison. Et comme le dit Pascal, la raison a beau crier, c'est l'imagination qui met le prix aux choses. Et donc il arrive parfois que la raison ait beau crier, le délire complotiste s'impose malgré nous.